Mais les BRICS, quand même, vous le disiez, c'est les pays émergents à la base. Si on revient sur la définition initiale et quand ça a été mis en place, c'était quand même les pays émergents. Et la Chine, est-ce que concrètement, aujourd'hui, on peut parler de pays émergents? Est-ce que ça rentre encore C'est bien pour ça que nous avons sans doute à réviser notre regard qui est un petit peu ethnocentré Oui, vis-à-vis de ce phénomène de l'émergence. Nous pensons que les BRICS sont en train de rattraper ce que nous étions illégitimement, me semble-t-il, en train de nous accaparer. J'en veux pour preuve le fait que l'Inde a dépassé la France en matière de développement économique, en matière de PIB nominal, en matière de PIB, tout court. Donc la France n'est plus la 6e puissance, elle devient la 7e puissance au profit de l'Inde qui l'a dépassée il y a de cela 3 semaines. Donc on voit bien que là aussi, la vision d'un monde qui serait centré sur une centralité transatlantique est en train de basculer sur un monde qui est centré sur une centralité transpacifique, si j'ose dire. oui, mais là, on le voit quand même. Au sommet des BRICS, là, actuellement, on parle d'un deuxième problème, voire peut-être le premier problème qui va occuper les débats et qui occupe les débats, peut-être, ça reste quand même les Occidentaux avec la question des États-Unis et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc, Oui. Ben justement, le président Xi Jinping a besoin d'alliés et il a besoin de partenaires et non pas de concurrents. Je dis cela à dessein parce que le président Donald Trump, quand il est venu en Europe, évoque le fait que l'Europe, ce ne sont plus des partenaires, mais des concurrents, voire des adversaires ou des ennemis. Il est même allé, vous avez raison, jusqu'à dire des ennemis. Alors, évidemment, quand le président Donald Trump décide qu'à partir de septembre, il y aurait 200 milliards de dollars de taxes supplémentaires sur les produits venant de Chine, enfin importés de Chine aux États-Unis, forcément, le président Xi Jinping regardait dans 2 directions. L'OMC, les membres de l'OMC depuis 2001. 2001. Oui. 2001. Ou bien évidemment l'Union européenne, avec lequel il a discuté il y a quelques jours, puisque le président Donald Tusk et le président Juncker, après s'être rendus en Chine, se sont rendus en Chine et au Japon, et ont mis en avant un front du refus, une capacité d'incarner ou de s'opposer à cette guerre commerciale dont on a vu déjà les effets par rapport à la hausse en termes de taxation sur l'aluminium, plus 25%, sur l'acier, plus 10%, c'est le contraire, pardon, 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium, qui impactent évidemment les pays en développement, principalement le Mexique, la Corée, le Brésil et beaucoup la Chine. Donc bien évidemment, le président Xi Jinping essaye de trouver une nouvelle forme de triangulation, cette logique du gagnant-gagnant qui consisterait à dire que les grands pays émergents ont besoin de faire en sorte que les petits pays émergents soient dans le même agenda. Singapour a le même agenda, Singapour, la Malaisie, ont le même agenda que la Chine, nonobstant les problèmes historiques qui les lient. Et ça, je pense que c'est la deuxième étape dans cette fameuse décade d'or. Le président Xi Jinping rappelle que les BRICS sont rentrés dans la décade d'or, et de ce point de la deuxième décade d'or, et de ce point de vue-là, la visite à Johannesburg revêt une importance doublement stratégique. Premièrement, c'est aussi la première visite d'État que le président Cyril Ramaphosa accorde à un autre étranger. Cela a son importance. Les deux vont présider le 7e forum de coopération sino-africain qui aura lieu à Beijing en septembre prochain. Donc on voit bien que l'Afrique du Sud, qui pendant très longtemps a hésité à se dire qu'elle était une puissance émergente européenne ou occidentale, est de plus en plus une puissance émergente qui se veut africaine, ou qui se pense comme une puissance émergente purement africaine, ou en tout cas avec ce gouvernement-ci, me semble-t-il, on va vers cette direction. Et puis, comme je l'évoquais précédemment, avec cette volonté de se trouver des partenariats asiatiques sur lesquels l'Afrique du Sud compte. Je rappelle que la Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud est le premier partenaire de la Chine sur le continent africain. Et justement, par rapport à ça, donc vous parliez le président Ramaphosa qui a été élu en février dernier, pardon. Donc
il a remplacé Jacob Zuma. Jacob Zuma. Et Jacob Zuma était, donc les pays africains, vous le disiez tout à l'heure, donc là il est beaucoup plus centré sur son identité africaine. Nationale, enfin, il joue sa souveraineté. Oui, voilà. Mais du coup, il y a quand même une très forte dépendance vis-à-vis de la Chine. Et le président Zuma, donc avant M. Ramaphosa, était quand même beaucoup plus sceptique, enfin beaucoup plus sur ses gardes par rapport à la relation sino-africaine que M. Ramaphosa, me semble-t-il, actuellement, par rapport à ce qu'on vient de voir là ces derniers jours. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, mais il faut contextualiser. Le président Jacob Zuma avait une concurrence avec son ex-épouse, qui était président de la Commission de l'Union africaine. Donc il y avait toujours une sorte de guéguerre entre la puissance de l'Afrique du Sud au sein de l'Union africaine et la puissance de l'Union africaine sans l'Afrique du Sud, puisqu'il y avait un sentiment de, une césure personnelle entre les deux. L'Afrique du Sud, par exemple, si il est éventuellement question d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, on ne s'y en approche absolument pas, vu la configuration et le délitement de l'ordre international imposé par Donald Trump. Il y a quelques années, aurait pu légitimement penser qu'elle pouvait être cette voix africaine qui manquait au Conseil de sécurité des Nations Unies, en mettant quand même en parallèle le fait que le PIB de l'Afrique du Sud, c'est 276 milliards de dollars par an. Le PIB du Nigeria, c'est 2,5 fois plus. Donc, en termes de PIB, l'Afrique du Sud n'était pas qualifiée. Mais en termes d'historicité, en termes de capacité à être une puissance, encore une fois, qui s'est perçue comme non seulement africaine, mais très impliquée, peut-être davantage que le Nigeria dans le Commonwealth, ou sa proximité, j'allais dire, historique, traditionnelle, coloniale ou post-coloniale, en l'assumant ce terme avec la Grande-Bretagne, faisait que parmi les pays émergents, l'Afrique du Sud était peut-être le plus, dépendant des autres puissances et de cet ancien monde ou de cet ordonnancement occidentalo ou trans-européen ou transatlantique ou euro-atlantique. Ce qui n'est pas le cas du Brésil, ce qui n'est pas le cas de l'Inde et ce qui n'est pas évidemment le cas de la Russie et de la Chine. L'Inde a acquis son indépendance bien avant l'Afrique du Sud, et bien évidemment, le Brésil est à lui tout seul une exception, puisqu'il n'est pas issu du monde anglo-saxon, mais du monde lusophone. Et donc, du coup, par rapport à ces deux politiques, vous pensez qu'il n'y a pas, entre la politique de Jacob Zuma et le président actuel, donc Ramaphosa, M. Ramaphosa, donc vous pensez que finalement, il n'y a pas d'écart ? Enfin, non, pas trop d'écart. Non, déjà, il y a une continuité dans le fait d'ouvrir à des pays extérieurs plus ouvertement leurs frontières. Et c'est le cas vis-à-vis de la Chine, mais c'est aussi le cas vis-à-vis d'autres acteurs. Donc du coup, là, l'Inde, la Corée du Sud ou d'autres acteurs. Pour essayer d'aller à l'encontre de cette dépendance envers la Chine. De cet unilatéralisme dans la relation diplomatique, sans doute. Je ne dirais pas dépendance. Je dirais de cet mono-activisme diplomatique, de cette réalité qui apparaît peut-être comme trop monopolisée par la relation bilatérale entre l'Afrique du Sud et la Chine. Oui, là, je vous suis. D'accord. Et puis l'île Maurice, on n'a pas parlé. Voilà, exactement. Pourquoi j'allais important. finir sur l'île Maurice, tout à fait. Donc là, Xi Jinping quittera l'Afrique du Sud le 27 juillet pour ensuite se rendre sur l'île Maurice. Attention, donc ce voyage-là a été qualifié d'escale. Mais alors, c'est une escale qui dure quand même longtemps parce qu'elle dure 3 jours. Donc l'île Maurice, c'est quand même une toute petite île. Donc on le disait hier dans notre émission, c'est 2000 km². Donc c'est vraiment un confetti. Et donc, vous allez certainement parler des nouvelles routes de la soie. Donc, en quoi est-ce que l'île Maurice... Pourquoi finir sur l'île Maurice alors que c'est tout de même un confetti parmi les pays africains. Déjà, il fallait terminer, que la boucle est bouclée. Il commence par les Émirats arabes unis, il termine par l'île Maurice. Or, on sait précisément que la stratégie du collier de perles, qui est celle qui accompagne les routes de la soie, donc dans sa dimension de la route, Belt and Road, ceinture terrestre, route maritime, correspond à peu près à la stratégie, là pour le coup purement économique, des investissements
des industriels et des transporteurs et des investisseurs dans le domaine maritime et portuaire des Émirats arabes unis qui ont investi sur le port de Doralé à Djibouti, qui ont fait des investissements récents dans le Somaliland, qui sont en train d'investir sur toute la côte de l'océan Indien. On sait par exemple que les Émirats arabes unis ont racheté la compagnie aérienne Air Seychelles, plus précisément pour se projeter en direction du canal du Mozambique, parce qu'on y a découvert de nouveaux gisements pétroliers, et parce qu'encore une fois, ça fait partie de sa volonté de sortir de son isolement ou de son ancrage trop lié au Golfe Persique, et se percevant comme une nation commerciale, comme une nation conquérante vers cet océan Indien. Donc voilà une première convergence. La deuxième convergence, elle est dans la manière dont le président Xi Jinping se pose comme une alternative, là encore, à la rupture consommée par les Américains qui ont décidé de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Le président Xi Jinping, quand il est venu en France le 12 décembre dernier, à l'occasion du One Summit Planet, est apparu comme un très bon élève de l'adaptation climatique. Diminution de 4% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il en émet quasiment 29 à 30%. Donc c'est le premier émetteur qui fait le plus gros effort pour s'y adapter, encore une fois, à la mesure de ses capacités et donc en tenant compte de cet effort. Donc je pense que le président Xi Jinping a aussi choisi l'île Maurice, dont la croissance est régulière, 4% cette année, 3,8 l'année dernière, mais qui est très fragile. C'est une île. C'est un confetti, comme vous le disiez, qui est soumis aux mêmes aléas climatiques que bien des autres îles et bien des autres États qui ont disparu depuis. Je pense notamment à Nauru, l'État de Nauru qui a cessé officiellement d'exister puisque les terres sont immergées. Donc il y a cette réflexion que sans doute le président Xi Jinping voudra mettre en exergue, d'être un très bon élève dans l'adaptation climatique et donc dans les investissements dans les secteurs économiques qui sont ceux liés à l'émergence des startups pour investir vers ce secteur. Et puis alors l'autre élément, le troisième élément que je vois évidemment assez fort de la part du président chinois, c'est de s'inscrire dans une zone qui traditionnellement faisait partie de l'ère d'influence indienne. Oui, tout à fait, parce qu'il faut le dire que donc, du coup, la Chine et l'Inde, ce sont quand même les deux partenaires de l'île Maurice. Ce sont les deux principaux partenaires. Les principaux amis même. Les deux principaux acteurs diplomatiques, géoéconomiques et géopolitiques, si vous voulez, mais en même temps, les deux rivaux. Et on sait bien que l'Inde regarde avec beaucoup de circonspection le projet des routes de la soie, et on sait bien que le président Xi Jinping a besoin de convaincre des pays qu'elle va littéralement traversée. Donc de ce point de vue-là, la rencontre que le président Xi Jinping aura avec le président Barline Viapuri est déterminante parce que c'est encore une fois un partenaire qui traditionnellement appartenait à l'ère linguistique, à l'ère, ethnico-stratégique de l'Inde. Donc c'est aussi une visite qui s'inscrit donc dans la dimension géopolitique de la Chine. Oui, vous l'avez dit vous-même, c'est une escale qui dure 3 jours. Donc, voilà, habituellement, exactement. Les escales durent quelques heures et pas 3 jours. À moins que M. Xi Jinping veuille prendre quelques vacances, mais ce qui m'étonnerait, parce que le tourisme chinois est quand même très important aussi. Ça m'étonnerait d'autant plus que ça contredirait les 4 vertus qui ont été mises en exergue, et dont celui de la probité des serviteurs de l'État, dans ce contexte particulier que nous connaissons en France, qui est un des cœurs, un des moteurs, un des principaux éléments à retenir de la déclaration qu'il a faite à l'occasion de la clôture du 19e congrès du Parti communiste chinois en octobre dernier.